La grande erreur, c'est de considérer la démocratie comme une fin en soi, alors qu'il s'agit d'un moyen. En politique, comme tout le monde le sait, ce qui compte, ce sont les résultats. Pourquoi y a-t-il eu une révolte en 2010-2011? Je pense que c'est une révolte qui a été essentiellement réalisée et conduite par la jeunesse, et notamment les jeunes diplômés chômeurs. Et ils aspiraient à une vie meilleure, ils aspiraient à plus de perspectives. Les résultats aujourd'hui, on comptait en Tunisie en 2010 à peu près 400 000 chômeurs. Aujourd'hui, nous approchons du 1 million de chômeurs. Il y avait 250 000 chômeurs diplômés. Il y a environ 4 à 6 000 docteurs au chômage, ce qui, personnellement, je trouve que c'est absolument insupportable. Que des gens passent une grande période de leur vie à étudier, à faire des efforts pour se retrouver ensuite au chômage. La situation, tous les indicateurs montrent que la Tunisie passe par l'une des crises les plus graves dans son histoire moderne. Et donc, je dirais que je ne suis pas le seul à être déçu par les résultats accomplis durant ces 10 dernières années. Alors, il y a une grande erreur qui est commise par de nombreux politiciens qui considèrent que la démocratie est une fin en soi, alors que la démocratie n'est qu'un moyen, justement, qui permet de contribuer à l'instauration d'un état de droit. C'est le concept, à mon avis, le plus important, le concept d'état de droit. C'est ça le plus important, c'est ce qui fait, c'est ce qui crée la stabilité des sociétés et c'est ce qui permet grâce à la liberté qu'entraîne obligatoirement la démocratie, cette possibilité d'innover et de créer de nouvelles richesses. Et comme dans un état de droit, on est obligé de répartir cette richesse d'une manière équitable entre tous les citoyens, évidemment, le profit est garanti pour tout le monde. Donc, la grande erreur, c'est de considérer la démocratie comme une fin en soi, alors qu'il s'agit d'un moyen pour un meilleur avenir pour tout le monde. Et donc, la démocratie, c'est important. L'état de droit est un concept beaucoup plus important. Et ce qui manque à notre pays, je pense, et s'il y a un combat à mener qui mérite d'être mené à l'avenir, c'est l'instauration d'un véritable état de droit. Alors, pour ce qui est du court terme, je pense que la Tunisie va encore traverser une période difficile. Lorsqu'on voit un peu tous les indicateurs, ça va être assez compliqué. Mais à long terme, évidemment, le pays est promis à un bel avenir grâce à sa jeunesse, qui a une capacité de créativité et d'innovation extraordinaire. Surtout que nous allons vivre dans des sociétés où la richesse la plus importante, c'est le savoir. Et la Tunisie dispose d'une jeunesse qui est capable de s'inscrire dans cette direction et de contribuer justement à la création d'un pays extrêmement innovant. Ça, c'est le grand avantage, disons, de la Tunisie. Faut-il toutefois qu'il y ait un environnement socio-politique de nature à encourager d'aller dans ce sens. Donc je dirais, pour répondre à votre question, que sur le court terme, je ne pense pas qu'il y ait des solutions viables qui permettent de sortir rapidement le pays du marasme dans lequel il se trouve, mais à long terme, je pense que l'avenir sera nettement meilleur. Pourquoi est-on arrivé à cet état?
Je pense qu'il y a eu de grandes erreurs qui relèvent des grandes erreurs de l'histoire. Il y a un très bel article dans Marianne, qui est un journal français, qui s'intitule, d'ailleurs on peut le trouver sur Internet, qui s'intitule « Les grandes erreurs de l'histoire ». Ils reviennent aux Gallois, aux Égyptiens, l'Égypte ancienne, aux Romains, etc. Et ils disent « Voici une erreur qui a été commise à un instant T, et voici la durée qu'il a fallu pour pouvoir remédier à ces erreurs-là ». La Tunisie, en 2011, a manqué, me semble-t-il, quelqu'un de sage qui aurait pu opter pour la voie inclusive, parce que, comme vous le savez, l'histoire humaine, l'histoire des sociétés, c'est une succession de cycles. Et chaque cycle est grossièrement composé de 3 phases. Une phase transitoire, généralement caractérisée par de l'instabilité, par de l'anarchie, et même parfois par de la violence, suivie d'une phase dite stationnaire, où il y a un certain équilibre, et ensuite il y a ce qu'on appelle la phase de rupture. Malheureusement, il y a 2 voies possibles au niveau de la phase transitoire, la phase de transition. La voie inclusive, qui dit un peu la chose suivante: effectivement, il y a eu des dépassements, il y a eu des erreurs commises par le passé, mais il y a eu aussi des acquis. Donc ce qu'il faut, c'est préserver ces acquis, les renforcer et ouvrir une nouvelle page, tourner rapidement la page du passé. Ça, c'est la voie inclusive qui a été suivie par un certain nombre de pays, tels que l'Afrique du Sud, par exemple, parce qu'il y avait en Afrique du Sud un homme exceptionnel qui s'appelle Mandela et qui est rentré dans le panthéon des grands hommes de l'histoire, et il a convaincu ses camarades pour l'option de cette voie, la voie inclusive. Et puis il y a la voie exclusive, qui a coûté horriblement cher, par exemple à la Révolution française. Nous avons privilégié, au début de 2011, la voie de la haine, de l'exclusion, de la revanche, et ça a coûté horriblement cher au pays. Nous avons perdu l'apport d'un grand nombre de compétences nationales qui ont servi leur pays, même s'ils ont servi dans l'ancien régime, mais ils ont beaucoup réalisé pour leur pays. Et on a mis tout le monde dans le même sac, et c'est ce qui explique, à mon avis, en tout cas c'est l'une des raisons pour lesquelles la Tunisie connaît ce marasme actuel. La sagesse et la sagesse, c'est ça qui fait progresser les nations.